Eh bien, bonsoir tout le monde. Merci encore à vous tous d'être là. Nous sommes actuellement, waouh, attendez, je vais regarder, 13 personnes. Mais la grande bonne nouvelle, c'est que nous sommes au seuil de 400 personnes enregistrées depuis le début de l'enregistrement de ces lives. Donc 400 personnes enregistrées, je pense, enfin 399 à l'heure actuelle. Je pense que nous dépasserons la barre des 400 en cours d'émission. Donc 400 personnes potentiellement intéressées qui se sont inscrites soit à l'une de ces émissions, soit qui ont décidé de participer au live, etc. Donc ça fait beaucoup de monde et j'en suis ravi. Alors, je vous donne l'histoire, d'accord? On la lit ensemble et puis après, on voit ce qu'on peut en tirer. Parce que le thème du coaching de ce soir, c'est « Êtes-vous coachable en histoire ?» Êtes-vous coachable à travers des histoires? D'accord? On va voir ça tout de suite avec donc cette histoire que j'ai diffusée aussi bien sur Facebook que sur ma newsletter. Donc, l'étrange histoire de Madame L. Madame L était ma prof de français en 3e. Un jour, je lui demande si je peux aller aux toilettes et elle me répond que ça peut attendre. Alors, j'attends. Au bout de 5 minutes, je sors un Mars de mon sac et je mords dedans comme un sauvage. Madame L est stupéfaite, autant que mes camarades de classe. Quelle audace! Elle prend mon carnet de correspondance et le pose sur son bureau le temps de terminer son cours. Lorsque je viens récupérer le carnet, il n'est pas encore rempli. Le stylo en main, elle me demande « Dites-moi, monsieur Solomon, à votre avis, vous méritez combien d'heures de colle ?»« Au moins 4 pour avoir mangé un Mars en classe, et 10 de plus parce que je ne me suis pas arrêté lorsque vous avez pris mon carnet. » Madame L me regarde comme on observe l'idiot du village. Je pense qu'elle voulait être plus clémente, mais face à mon impertinence, je la sens prête à doubler ma peine. Je poursuis en mode avocat. Sauf si vous tenez compte du fait que 5 minutes plus tôt, je vous ai demandé de sortir, donc je n'avais pas l'intention d'être insolent avec vous. Mais quel est le rapport entre cette barre de chocolat et le fait que vous vouliez aller aux toilettes? Je réponds, apparemment aucun. Elle reprend, alors je vous en mets combien d'heures de colle? Je suis diabétique, Madame L. Je n'avais pas besoin d'aller aux toilettes, mais de manger quelque chose de sucré, vite. J'étais en hypoglycémie et je voulais sortir pour me soigner. J'ai attendu 5 minutes, mais je ne pouvais pas attendre 1 minute de plus. Madame L laisse tomber son stylo et change de ton. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Parce qu'il y a 2 ans, lorsque mon diabète s'est déclaré, je l'ai dit à tout le monde. Et tout le monde m'a traité comme un grand malade, alors que je ne le suis pas 95% du temps. Les gens ne connaissent pas le diabète. Depuis que j'ai changé de collège l'année dernière, j'ai gardé mon secret. Maintenant, on me regarde normalement. Je peux avoir des copains, des copines et même des heures de colle. Madame L me rend mon carnet. Nous entamons une discussion relativement longue, puis elle me laisse partir, libérée de toutes les charges qui pesaient contre moi. 2 ans plus tard, pendant mes années lycée, j'ai décidé de retourner dans ce collège pour rendre visite à mes anciens professeurs. Lors de ma visite à Madame L, en pleine conversation, elle ouvre son sac et en sort un Mars. Vous voyez cette barre de chocolat? Elle a une histoire. Depuis le jour où j'ai appris que vous étiez diabétique, j'ai décidé d'en avoir toujours une sur moi, au cas où vous oublieriez la vôtre. Et même lorsque vous avez quitté le collège, j'ai maintenu cette habitude au cas où j'aurais d'autres élèves diabétiques. Je n'ai jamais eu à m'en servir à l'école, mais j'ai déjà porté secours dans la rue à une dame qui faisait une hypoglycémie. Voilà, c'est ainsi que se terminait cette histoire. Je vous ai dit qu'il y avait une suite, je vous la donnais tout à l'heure. Je voudrais déjà que, en tout cas pour ceux qui l'ont, pour tout le monde, ceux qui l'ont lu comme ceux qui ne l'ont pas lu, je voudrais que vous me disiez maintenant, comme ça, à froid pour certains, à chaud pour d'autres, ce que vous retirez de cette histoire. Qu'est-ce que cette histoire vous apporte? Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça évoque en vous? En 2 mots, j'ai eu tout à l'heure, par exemple, quelqu'un qui m'a dit « Ah, les apparences ». Très belle histoire. « Ah, les apparences ». Alors, Virginie me dit « Prendre le temps de la réflexion avant d'agir ». Alors oui. Ceci dit, il y a quand même quelque chose, il y a un acte qui est relativement impertinent dans une classe. Est-ce que c'est toujours possible? Et puis, on est des fois sujet à un stress particulier.
Donc, est-ce que c'est toujours possible? Oui, alors vous avez raison, hein, il faut y réfléchir avant d'agir, ça c'est certain, mais je voudrais qu'on aille peut-être un peu plus loin que ça, plus que, je dirais, l'expression, la citation type, bien réfléchir avant d'agir. Il y a quelque chose de plus. Dans le coaching, il y a toujours quelque chose de plus. On peut bien sûr donner une citation, on peut se souvenir d'un livre, etc., mais il s'agit de porter la réflexion plus haut lorsqu'on est livré à ce genre d'histoire. Alors Claire dit ne pas présupposer les intentions des autres. Alors voilà, là encore on est dans un grand thème de coaching, ne pas présupposer que quand quelqu'un fait quelque chose, il a forcément une intention belliqueuse envers vous. Sabrina me dit, en lisant ce matin, déjà, j'ai eu les larmes aux yeux, grosse émotion que cette professeure a su retenir, ne pas voir les apparences pour prendre une décision. Effectivement, voilà, on est dans les apparences, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une prise de conscience qui peut aider les autres. Ah, alors là, on commence à rentrer, vous voyez, c'est plus dans ce genre de dimension que je voudrais rentrer, parce que le coaching, c'est beaucoup ça. Quand on parle de leadership, par exemple, le terme leadership, c'est un terme qui signifie qu'une fois que vous avez atteint un bon niveau, vous commencez à aller vers les autres pour les aider. Ce matin, j'ai eu un message, un témoignage très, très intéressant de quelqu'un qui m'a dit « J'ai suivi tous vos lives, si ce n'était pas en direct, c'était en replay, et je commence à sentir un vrai changement dans ma vie. » Et j'espère que cette personne commence, si elle ne l'a pas déjà fait, commence à partager mes lives, qu'elle envoie ces liens en disant « Écoutez, regardez, si ça change votre vie, c'est que j'aurais bien réussi quelque chose. » C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, une fois que le changement est apparu chez vous, vous pouvez commencer à envisager d'aider les autres. Et c'est effectivement l'une des morales de cette histoire, c'est que cette personne a vraiment, Madame elle a vraiment changé quelque chose dans sa vie. Ton témoignage, est-ce que je souhaitais... Alors Véronique me dit, ne pas juger avant d'avoir tous les éléments, être en capacité de revenir sur une première idée. Alors oui, et d'ailleurs je crois que dans l'histoire, ça apparaît. Parce que si Madame elle me demande combien d'heures de colle je mérite, c'est pas pour rien. Sinon, elle m'aurait mis 6 heures de colle en me disant « Allez-y, rentrez chez vous » et me demander de les faire signer par mon père. J'aurais pu lui dire « Non, s'il vous plaît, mon père va me massacrer. » Elle m'aurait dit bah, « C'est votre problème, c'est pas le mien, etc. » Ça se passe souvent comme ça dans les écoles. Hein. J'entends des histoires assez terribles sur la façon dont on distribue les heures d'école sans demander à l'élève de se justifier, d'être lui-même juge de la situation. Donc, je crois qu'il y a eu beaucoup de bienveillance de la part de Madame L et qu'elle était d'une certaine façon prête à entendre une histoire plus complexe que ce qui était là au niveau des apparences. C'est dans l'histoire que je raconte. Je ne nie pas le fait que Madame L ait eu une véritable bonne intention en me disant « À votre avis, combien d'heures de colle vous méritez ?» Christelle, ton témoignage a permis à cette professeure de venir en aide à d'autres personnes. Voilà. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le leadership, c'est-à-dire qu'on change et ensuite on vient apporter son aide aux autres. C'est l'un des buts d'ailleurs hein, de beaucoup de gens lorsqu'ils entament un processus de changement. Il y a des gens qui font des régimes alimentaires, ils se prennent en photo tout le long du parcours parce que dans leur tête, à la fin de leur parcours, ils vont montrer toutes leurs photos, ils vont expliquer comment ils ont fait pour perdre du poids. C'est-à-dire qu'ils ont ce leadership en eux dès le départ en disant « je ne pourrai expliquer ce que j'ai fait que lorsque j'aurai montré les photos avant et après, et puis surtout pendant. » D'accord ? Elle s'est ouverte aux autres situations, m'a dit Sabrina, et vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je vais vous raconter une suite de l'histoire tout à l'heure. Pascal me dit il est important de communiquer. Exactement, voilà l'idée. Important de communiquer. Merci Pascal. Voilà, là, elle a ouvert la communication avec moi. Elle m'a dit, Stéphane, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, Monsieur Solomon, parce qu'elle m'appelait comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait, vous et moi? Un acte volontaire, même de la part d'un ado, n'est jamais dû au hasard, me dit Aline. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une croyance
que je partage, mais d'ailleurs, même quand c'est pas un ado, je partage. La question, c'est de savoir après pourquoi, comment, et puis est-ce que c'est justifié, parce que parfois les punitions sont légitimes. Enfin, en tout cas, le fait de responsabiliser l'enfant. Alors, je suis pas sûr que les heures d'école soient une bonne punition, mais ça, c'est un autre débat. Capacité de prendre en compte une expérience pour évoluer. Voilà, une expérience qui nous fait évoluer. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Ça, c'est la vraie question. Vous recevez quelque chose, un message qui vous vient. Ça peut être une histoire que vous entendez, d'accord? Comme celle de mon témoignage. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous vivez. Ça peut être aussi quelque chose que quelqu'un d'autre vit et vous en êtes témoin. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Je dirais, c'est la conclusion de tout ça, mais j'ai quand même comme conclusion autre chose à vous livrer. Mais la conclusion d'une histoire que vous lisez, c'est belle histoire, elle m'émeut, elle me touche. Il y a quelque chose, tout à l'heure, vous parliez de larmes. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Qu'est-ce que je peux faire de cette histoire? Ça, c'est vraiment la grande question, c'est la technique de ce soir. Hein. Vous lisez une histoire, qu'est-ce que je peux faire de ça? Qu'est-ce que ça va apporter à ma vie? Donc, très bien, Bruno, pour cette réponse. J'ai été anorexique, j'ai pris conscience de ma maladie toute seule et je raconte à tout le monde que je suis l'exemple même que la guérison peut avoir lieu. Voilà. Donc là encore, on a un témoignage de quelqu'un qui s'est sorti d'une situation complexe. L'anorexie, je peux vous dire, pour l'avoir étudié, que c'est quelque chose d'extrêmement complexe, c'est incompréhensible. Pour les gens qui sont vraiment pragmatiques, c'est le truc le plus énervant qui puisse exister au monde. Et beaucoup de parents se sentent désemparés face à ça, ils ne comprennent pas. Pour pouvoir évoluer, il faut se remettre en question à l'aide de la lecture d'une personne qui croise votre chemin. Oui, lire les personnes, lire les gens qui sont en face de vous, lire des histoires aussi de ces personnes. Et puis, pas forcément des histoires tristes. Hein. J'ai eu l'occasion dans un webinaire de parler de l'empathie du gagnant. Si vous lisez l'histoire de quelqu'un qui a bien réussi sa vie, vous allez pouvoir voir les différents moments pendant lesquels il a eu vraiment des doutes, parce que même les personnes qui réussissent ont des doutes. Hein. Il y a un parcours compliqué, délicat, difficile pour Steve Jobs, pour Bill Gates, pour Thomas Edison, etc. Il y a eu vraiment des choses très complexes. Hein. Thomas Edison a été viré de l'école à l'âge de 10 ans parce qu'il était sourd d'une oreille et que les professeurs n'en voulaient pas. Donc, et puis, il n'arrivait pas à suivre. Donc, voilà. Et c'est sa maman qui l'a pris en main et qui lui a permis d'arriver là où il en est. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous ne gardent de Thomas Edison que l'ampoule électrique, mais je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'autres choses. Vous êtes là pour la plupart parce que vous cherchez à gagner du temps. Si vous ne calquez pas sur l'état d'esprit des personnes qui ont réussi à faire en une vie ce que d'autres font en 30 ou ce que feraient en 30 ou 40 vies, si vous rejetez ces histoires, si vous considérez que ces gens ne sont pas intéressants parce qu'ils étaient, par exemple, caractériels ou autres, ou butés, etc., je pense que vous passez à côté de quelque chose d'important. Donc, lisez ces histoires. Je ne vous demande pas d'être Bill Gates, je ne vous demande pas d'être Steve Jobs, mais je pense que la biographie des personnes qui ont réussi peut vous amener à réussir si vous arrivez non pas à interpréter l'histoire en vous disant « c'est l'histoire d'Apple, c'est très joli », mais en vous disant « qu'est-ce que moi, je peux faire de ça ?» Alors, la fin de l'histoire, donc j'étais toujours dans la salle avec Madame L, qui venait de me dire qu'elle n'a jamais eu à appliquer jamais eu à donner son Mars à quelqu'un dans sa classe, mais qu'elle a eu l'occasion de sauver quelqu'un ou de porter secours à quelqu'un dans la rue. Alors, je lui pose la question, Madame L, est-ce que c'est la seule habitude que vous avez changée? Et elle me répond, je crois, je ne vois rien d'autre. À quoi pensez-vous? Elle parlait déjà à quelqu'un qui était presque adulte. Hein. Je devais avoir dans les 17-18 ans. Et je lui demande un peu ironiquement, est-ce que vous laissez sortir les élèves qui veulent aller aux toilettes? Et elle me répond, ah oui, très sérieusement, ah oui, vous avez raison, je n'y avais pas réfléchi, mais oui, ça aussi, ça a changé. Et ensemble, on a parlé et on a vu que ça expliquait aussi la raison pour laquelle la barre chocolatée n'avait pas besoin d'être utilisée en classe parce qu'elle a eu un changement, ce qu'on appelle un changement préemptif, c'est-à-dire que avant de devoir passer à l'action de sauver quelqu'un ou de porter secours à quelqu'un, il y a une autre solution, c'est tout simplement
d'être à l'écoute de la personne et d'essayer de répondre à cette personne de façon simple, au lieu de penser quelque chose du genre « oui, il veut sortir de la classe parce que mon cours l'ennuie, etc. etc. » On rentre dans une autre dimension. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'en-deçà. Alors, c'est curieux hein, d'appeler ça l'en-deçà, parce qu'en général, l'en-deçà, c'est ce qui se trouve en dessous de l'histoire. C'est-à-dire qu'elle a retenu qu'elle pouvait avoir un Mars pour sauver ou pour aider des gens. D'accord ? Mais l'en-deçà de l'histoire, il a fallu que je le mette en évidence. De façon humoristique au départ, je ne savais pas que ça allait percuter à ce point-là. Je lui ai dit, est-ce que vous laissez les gens qui disent je vais aller faire pipi, est-ce que vous laissez sortir de la classe? Et elle me dit oui. Ça aussi, ça a changé. C'est vrai que je n'y avais pas fait attention. Et donc, c'est quelque chose qui se trouve en dessous finalement parce qu'elle n'a pas relevé ça. Il a fallu que j'intervienne, qu'on en parle ensemble pour qu'elle puisse relever ça. Et après, donc, elle l'a placé au-dessus. Et on dit souvent que dans une psychothérapie, par exemple, ou une psychanalyse, ce n'est pas vraiment la révélation qui donne les meilleurs résultats, c'est l'en-deçà des révélations. C'est-à-dire tout le travail qu'on a fait au préalable jusqu'à l'arrivée de la révélation et qui permet de recoller des morceaux, en quelque sorte. Et là, elle s'est dit, effectivement, le plus grand changement que j'ai eu dans ma vie, c'était celui-là, c'était de permettre aux élèves de ne pas se retrouver dans une situation délicate. Donc, il est très possible que j'ai eu d'autres diabétiques dans ma classe, mais je n'ai pas eu besoin de le révéler, de le relever. Voilà. On parle aussi des vaccins, même là-dedans. Voilà, elle a été vaccinée, effectivement. Voilà l'idée. Alors, retenez bien l'information essentielle, principale, c'est que vous n'avez pas besoin de vivre en profondeur une histoire pour pouvoir passer à l'action qui correspond à cette histoire. L'empathie suffit. D'accord ? L'empathie de Madame L a suffi pour comprendre ce qui s'est passé. Elle n'avait pas besoin de devenir diabétique. Elle n'avait pas besoin d'avoir un enfant diabétique. Son empathie a suffi pour soudainement apporter un petit changement dans sa vie, changement qu'elle n'a pas lâché bien qu'elle n'ait jamais eu à l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il convient de retenir. Et puis, enfin, très important, quand vous vivez une histoire qui vous marque, qui vous touche, qui vous donne envie de pleurer, même qui vous met en rage, souvenez-vous que vous pouvez faire quelque chose de ça. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Et puis, j'aimerais dire une dernière chose, en particulier à quelqu'un qui est là ce soir et qui m'a inspiré l'idée de raconter cette histoire ce soir, de me souvenir de tout ça et de ramener cette histoire au goût du jour. C'est quelqu'un qui est là, je ne dirai pas son prénom, et qui m'a dit hier, dis donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'en veut parce que il n'a pas fait ceci, puis il n'a pas fait cela, et puis il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, etc. Et conclusion finale, vraiment finale, et si aujourd'hui, vous, chacun d'entre vous, Claire, Sabrina, Claire, deux fois Claire, Nicole, Chloé, Sabrina, deux fois Sabrina, oui, vous parlez beaucoup, c'est pour ça. Attendez, hop, je change, nous sommes 31 ce soir, waouh. Alors, Edouard, Véronique, Frédéric, Sylvie, si chacun d'entre vous, c'est à vous que je parle, prenez-le spécifiquement pour vous, même si vous êtes 30 ou 31. Et si vous étiez la Madame L de quelqu'un, c'est-à-dire la première Madame L, c'est-à-dire cette personne qui reçoit une insulte, une injure en plein visage et qui se dit « Oh là là, mais il mérite des heures d'école, il mérite que je l'insulte, il mérite que je dise des choses sur lui, il mérite. » Et puis finalement, vous apprenez que cette personne, par exemple, elle est handicapée, par exemple. Vous apprenez que cette personne a la sclérose en plaques et qu'elle était en pleine crise de douleur. Vous apprenez que cette personne, ce soir-là, avait une rage de dents terrible et donc elle vous a envoyé balader. Ce juge qui se trouve en vous et qui prend cette personne qui croque dans le Mars de façon impertinente, c'est Madame L. Et si vous étiez le Madame L de quelqu'un, je vous souhaite de devenir cette Madame L jusqu'au bout, c'est-à-dire d'apporter les changements essentiels et nécessaires à votre vie. Pensez à quelqu'un qui vous a humilié récemment, par exemple. C'est hier, avant-hier, cette semaine, les 30 derniers jours, allez, remontez jusqu'à 30 jours si vous voulez. Imaginez quelqu'un qui vous a fait du mal, vous avez encore son carnet de correspondance en main, et s'il vous était possible de lui rendre ce carnet de correspondance sans verdict, sans sanction. Voilà, c'est la morale de l'histoire.
Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Je vais simplement arrêter la diffusion de cette vidéo et je continue par écrit. À bientôt.